Ce cours consiste à parler de l'adhésion cellulaire et de la matrice. On a un schéma là que vous voyez, il représente un tissu dans lequel sont suspendus pas mal d'éléments que vous voyez à l'intérieur. Parmi ces éléments, vous avez des fibroblastes, vous avez des glycoprotéines, la protéoglycane, des fibres d'élastine, des macrophages, des fibres de collagène, des mastocytes, et au-dessus, vous avez la lame basale. Ensuite, on a ce qu'on appelle des cellules endothéliales et des vaisseaux. L'adhérence entre la membrane plasmique et la matrice extracellulaire, c'est ce que j'ai mis en abréviation rouge MEC, elle se fait grâce à des récepteurs membranaires, à de la fibronectinlamine, le collagène. Sachez que le collagène donne l'élasticité. Elle se présente comme une trame extracellulaire à laquelle les cellules peuvent s'ancrer, ça veut dire ils vont adhérer. Et la MEC peut prendre divers aspects, c'est la matrice extracellulaire. Soit vous allez la trouver sous forme liquide, gélatineuse ou solide. Alors liquide, riche en polysaccharides, gélatineux, riche en protéines fibreuses, solide, riche en phosphate de calcium. La matrice extracellulaire qu'on appelle la MEC est un ensemble de grosses molécules présentes dans les tissus mais situées en dehors des cellules qui les synthétisent et les sécrètent. La matrice extracellulaire va faciliter les liaisons et l'adhérence entre les cellules et les organismes en tissu. Elle sert donc de support et de soutien au tissu tout en facilitant le fonctionnement cellulaire. Parmi les principales matrices extracellulaires qu'on peut énumérer, on trouve la matrice osseuse, qu'on trouve au niveau de l'os, la matrice qu'on trouve aussi au niveau des cartilages, on appelle ça la matrice cartilagineuse, produite respectivement par les ostéoblastes et les chondroplastes. Donc les ostéoblastes, ce sont des cellules du tissu osseux. Donc ça, vous le ferez en semestre 2, en histologie. Alors, je ne vais pas détailler dia par dia, donc j'essaierai de lire et en même temps vous expliquer. Là, par exemple, sur cette diapositive, on vous donne différentes trames. Alors, on dit que chez les animaux, on obtient des morphologies tissulaires très variées, donc il y a une variété de morphologie. Donc, si cette trame est lâche, alors là, on obtient une structure mésenchymateuse. Ça, on le trouve sur le tissu conjonctif. Alors, pour le tissu conjonctif, alors les tissus, vous le ferez en semestre 2, en histologie. On vous expliquera beaucoup mieux. Et si cette trame est serrée, alors là, nous obtenons une structure épithéliale, et ça, on le trouve au niveau de l'épiderme. C'est quoi l'épiderme? C'est ce que nous avons là, c'est la peau. Ça, c'est un épiderme. Et pour la cellule végétale, ou bien chez les bactéries, elle peut être considérée comme une matrice extracellulaire. C'est pas évident de vous expliquer ces schémas par vidéo, bon, disons par cet enregistrement. Tout ça, bon ben, c'est en dehors de notre volonté par rapport à cette crise sanitaire. Donc là, ce que vous pouvez retenir de ce schéma, on voit bien que vous voyez un peu les bâtonnets jaunes en dessous là. Ce sont, bon, c'est en anglais, hein. Cytoskeleton veut dire, skeleton, c'est le cytosquelette. Ça aussi, vous le ferez avec mon collègue. Ce sera le cours qui viendra après. Et là, on voit bien qu'il y a des trames, donc il y a une association. Et là, vous avez la double membrane phospholipide, ça je vous l'ai expliqué en cours, le premier cours quand j'ai parlé de la membrane plasmique. Et donc, vous essayez de bien voir les légendes. Ça, c'est en anglais, bon, c'est pas aussi compliqué. Donc, essayez de voir un peu cette traduction et puis vous allez comprendre pour voir un peu cette constitution de cette trame-là. Et puis voilà, vous voyez très bien cette double couche de phospholipides aussi. Et là, vous avez entre les deux couches là, vous avez ce qu'on appelle les intégrines. Et là, nous avons le cytoplasme. Donc, essayez de revoir tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'élastine? C'est une fibre élastique, d'où son nom. Elles sont très abondantes au niveau des tissus élastiques. On les retrouve où? Au niveau de la peau, des poumons, des artères. Elles apparaissent comme un réseau de fibres plus fines que le collagène. En microscopie électronique, vous voyez des plages amorphes. Elle est sous forme de plages amorphes, dont le principal composant, c'est une protéine qui est glycosylée.
elle est, si on va voir son poids, elle est de 70 kilodalton. Alors concernant cette composition de cette fibre élastique, elle est composée de plusieurs glycoprotéines, comme j'ai dit tout à l'heure, dont la fibrine. On appelle ça la fibrine avec 2 L. Donc, comment sont synthétisées ces fibres élastiques? Tout simplement par des fibroblastes. C'est quoi les fibroblastes? Ce sont des cellules du tissu conjonctif. Donc, pour tout ce qui est tissu et tout ça, donc vous allez le faire comme je vous l'expliquais en semestre 2. Et après avoir été synthétisées, ces fibres élastiques, elles vont être dégradées par une enzyme qu'on appelle élastase. Et cette élastase, d'où est-ce qu'elle provient? Elle va être sécrétée au niveau de la matrice, la MEC, la matrice extracellulaire. Et cette élastine, elle est essentiellement sécrétée durant la période de croissance. C'est-à-dire que quand on a un nouveau-né, un enfant, quand il va grandir, c'est à ce moment-là que cette élastine, elle est essentiellement sécrétée, avec la croissance, bien sûr. Ce schéma, il explique très bien cette synthèse de l'élastine. Regardez, il faudrait voir le sens des flèches. Vous avez au niveau du noyau une transcription. Ensuite, au niveau des réticulums endoplasmiques granulaires, vous avez ce qu'on appelle les ribosomes. Regardez, ça va aller jusqu'au... alors, vous avez un cheminement noyau REG, appareil de Golgi. Ensuite, il y a sécrétion de ces vésicules. Là, et c'est la membrane plasmique. Et ensuite, ici, vous avez des microfibrilles. C'est comme ça que se fait cette synthèse de l'élastine. Et ça va former ce qu'on appelle une fibre élastique en formation. Donc essayez de bien voir ce schéma. Alors je vous le dis et je vais me répéter, c'est que pour comprendre un schéma, en fait non, pour comprendre un cours, il est résumé dans un schéma. Vous prenez le schéma, vous suivez étape par étape, essayez de comprendre la légende, de suivre un peu les cheminements, les composants, et croyez-moi que ça résume très bien le cours. Pour comprendre les constituants de cette matrice extracellulaire, elle est composée de trois types de molécules par association. Vous avez des fibres, et dans ces fibres, ça c'était le premier schéma que je vous ai expliqué tout à l'heure, la première diap où il y avait le schéma avec les différents composants, et on voyait bien qu'il y avait des fibres, c'est du collagène et de l'élastine. Et il y a aussi comme deuxième composant les glycoprotéines, donc glycoprotéines qui veut dire association d'un sucre et d'une protéine. Alors là, ces glycoprotéines sont moins abondantes que les fibres, mais ont un rôle plus important dans l'adhérence cellulaire, comme la fibronectine et la laminine. Et le troisième composant, c'est ce qu'on appelle les polysaccharides. Donc les polysaccharides, je pense que vous savez ce que c'est des sucres. Donc c'est des sucres complexes, très hydratés. Ils constituent un gel de remplissage de la matrice. C'est un peu comme un ciment. Ça va jouer un rôle de remplissage. C'est comme un gel qui va remplir un peu cette matrice, la MEC. Tout à l'heure, j'étais en train de vous parler des trois composants de cette MEC. Et parmi les composants, on avait parlé des fibres. Et on avait dit que les fibres étaient constituées de collagène et d'élastine. Alors, là, c'est plus de détails. On va essayer de détailler chaque composant. Donc, le collagène, c'est une glycoprotéine fibreuse dont le rôle peut être comparé à une armature. Il représente 25% des protéines totales et il est sécrété par les cellules du tissu conjonctif. Bon, ça, c'est vraiment le détail de chaque constituant. Déjà, on sait que au niveau de notre peau, pour qu'il y ait cette élasticité, il y a du collagène. Et avec l'âge, donc on perd ce collagène, et à ce moment-là, il y a apparition des rides. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le collagène, sachez que c'est ça qui donne l'élasticité à notre peau. Alors ce schéma, il nous représente une fibre, la fibre de collagène. Et si vous voyez bien, à l'intérieur, ça ressemble un peu à un muscle. À l'intérieur, vous avez comme des tonneaux. On appelle ça des fibrilles de collagène. Et on va encore prendre une fibrille et on va essayer de l'agrandir un peu plus. Et on va voir qu'il y a des molécules. Et à l'intérieur, ce sont des molécules de collagène en triple hélice. Et on va encore prendre de l'intérieur une petite portion. Et on va voir, regardez, c'est torsadé ici. Et on voit qu'il y a des chaînes alpha
et des chaînes d'acides aminés. Ce sont, puisqu'on avait parlé tout à l'heure, on avait dit que c'était le collagène, c'était une glycoprotéine, et donc on parle de protéines, de constituants protéiques. On sait bien que une protéine, c'est quoi? C'est une association d'acides aminés. Donc vous le voyez très bien ici, hein, en dessous, en rouge, en vert, les petites molécules, ce sont les différents chaînes d'acides aminés. La matrice extracellulaire renferme plusieurs glycoprotéines. Donc quand on dit glycoprotéine, c'est une association d'une protéine avec un sucre, ça j'en ai parlé quand j'ai fait la membrane plasmique, qui joue un rôle dans les phénomènes d'adhésion avec les deux constituants de la matrice extracellulaire. Donc vous avez une photographie qui a été prise à la microscopie électronique. On voit bien au niveau de la légende le glycocalyx. En bas, vous avez les cellules épithéliales. Donc, ils ont pris une petite portion ici qui est en flèche blanche, là, et ils ont agrandi. Donc, ça a été schématisé pour voir un peu cette composition. Donc, on voit bien la bicouche de phospholipides. Là, vous avez le cytoplasme et vous avez également des oligosaccharides. Donc là, nous allons parler de la fibronectine. Ce sont des dimères qui adoptent une forme en V, comme vous le voyez sur le schéma. C'est le maillon clé de l'adhérence des cellules à la matrice, la MEC, c'est la matrice extracellulaire. Ce sont des molécules qui se joignent aux intégrines et à l'attachement des cellules, aux fibrilles collagène. Donc vous avez le schéma ici. Vous avez la fonction COH avec des ponts disulfures. Et là, vous avez la fonction amine. Donc c'est ce qu'on appelle la fibronectine. Donc comme vous voyez, j'ai sauté 2 ou 3 diapos, donc ne vous inquiétez pas. En fait, on ne fait que de donner des détails, hein. Donc moi, je préfère vous donner l'essentiel. Mais quand même, vous devriez quand même lire diapo par diapo et essayer de comprendre. Et comme je vous l'ai expliqué, il suffit de bien voir le schéma et vous allez bien comprendre le cours. C'est le schéma qui résume le cours. Donc là, pour cette diapo, on va parler de la biosynthèse de cette fibronectine. Donc elle se fait où? Au niveau d'un tissu adulte, des cellules de la matrice extracellulaire, et par des cellules qui reposent sur quoi? Sur ce qu'on appelle la lame basale. Et la lame basale, rappelez-vous, le premier schéma, on l'avait bien vu sur le schéma où il y avait les différents constituants dans le tissu. Et vous avez une autre partie qui est synthétisée dans la cellule hépatique. Donc c'est quoi la cellule hépatique? C'est la cellule du foie. Et quelle est la fonction de cette fibronectine? Donc au départ, on avait parlé de cette biosynthèse. Où est-ce qu'elle se fait en fait? C'est la synthèse de cette formation de cette fibronectine. Là, on parle de la fonction. Donc elle va favoriser la synthèse des composants de la membrane basale. Elle permet aussi la migration cellulaire. Donc elle a différentes fonctions. Elle joue un rôle dans l'organisation de la matrice extracellulaire. Elle joue également le rôle d'adhésion des cellules à cette matrice extracellulaire. Et enfin, elle a un rôle dans la transducteur mécanochimique. Donc, elle a un rôle dans la transduction par rapport à toutes les fonctions dont on a énuméré. En fait, ça, il faudrait quand même les retenir. Hein, ça peut toujours tomber à l'examen d'expliquer un peu cette biosynthèse, cette fonction. Pour continuer sur les composants de la MEC, on a parlé des fibres. Alors là, en fait, on va parler du collagène, un des constituants des fibres, de la fibre. Et là, dans ce collagène, vous avez plusieurs types, hein. Donc déjà là, on vous explique qu'est-ce que c'est que ce collagène. Donc il existe 15 types de collagène, plusieurs gènes codent pour chaque chaîne appelée alpha, qui diffèrent par leur composition en acides aminés. Toutes les molécules ne s'associent pas en fibres, c'est ce qu'on appelle la protéine la plus abondante de l'organisme. C'est-à-dire que là, on voit bien que le collagène, c'est une association, en fait, c'est une protéine, et cette protéine est la plus abondante de notre organisme. On va continuer sur le collagène, et là, vous avez 4 types de collagène. Le premier type, on va le retrouver au niveau des tendons, au niveau des os, au niveau du derme. Le deuxième type, on va le trouver au niveau du cartilage hyalin. Ça aussi, vous le ferez en S2, même l'os, vous allez le faire en S2 en histologie. Vous avez l'autre type de collagène qu'on retrouve au niveau de la membrane basale, au niveau des reins et des vaisseaux sanguins. Et le quatrième type de collagène,
il est synthétisé par les chondrocytes hypertrophiques de la plaque de croissance. Regardez bien ce schéma, il vous explique un peu le rôle de ce collagène. Alors, on voit bien que en haut, vous voyez des fibres de collagène, il parle de quoi? De résistance aux tensions et à la traction. Ça veut dire que, par exemple, quand vous allez prendre un panier qui est très rempli, qui est lourd, à ce moment-là, vous allez faire une traction au niveau de votre bras et de vos muscles. Et là, nous avons ces fibres de collagène qui sont faits pour supporter cette résistance, cette tension. Donc, ils vont résister à la traction. Et vous avez un autre type d'élastine. Alors là, vous avez ça va permettre à quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, cette élastine, elle va permettre l'élasticité de la peau. C'est ce que je vous ai dit, que notre peau, elle est élastique, mais grâce à quoi? Grâce à ces fibres d'élastine, tout simplement. Donc il suffit de revoir un peu ce schéma et de bien voir la légende et vous allez très bien comprendre. Ce diapositive va nous parler de quoi? Elle parle de quoi? De métabolisme. Alors, sachez que la durée de vie du collagène est variable selon les tissus. Pour le derme, c'est 2 mois. Et pour le tissu osseux, ça va durer de quelques mois, voire quelques années. Donc, c'est assez long. Et vous avez un certain nombre d'enzymes. Il existe un certain nombre d'enzymes. C'est ce qu'on appelle les matrices métalloprotéinases, qu'on appelle également les MMP, ou alors, on appelle également le collagénase. Alors, cette enzyme-là, ces enzymes-là vont permettre de dégrader le collagène. Quand le collagène est dégradé, c'est grâce à quoi? Grâce à des enzymes. Elles jouent aussi également un rôle dans la physiologie. Donc on le voit dans la croissance fœtale, par exemple, et aussi le remodelage osseux. Donc quand le fœtus va se former, j'ai dit tout à l'heure, déjà il y en a beaucoup plus. À ce moment-là, il va jouer un rôle dans ce remodelage aussi osseux. C'est-à-dire l'os, il se remodèle. Et en pathologie, c'est-à-dire quand il y a des maladies, il va jouer aussi un rôle, on va voir ce métabolisme au niveau des métastases osseuses, pour les personnes qui ont un cancer des os. Ou alors un cancer qui s'est généralisé et qui va donner des métastases. Elles sont synthétisées également par différentes cellules variables selon les tissus, au niveau des fibroblastes, les ostéoclastes. Alors les ostéoclastes, sachez, vous le ferez en S2, ce sont des cellules du tissu osseux. Vous avez plusieurs sortes de cellules, et les ostéoclastes sont les plus grandes cellules. Vous avez également les macrophages polynucléaires. Elles peuvent être inhibées par une autre série de protéines, qu'on appelle le Tissue Inhibitor of Metalloproteinase. C'est ce qu'on appelle les TIMP. Donc là, nous avons parlé du métabolisme de ce collagène. Donc nous restons toujours sur l'explication du collagène. Ce schéma représente une fibre de collagène. Vous voyez, il y a des bandes claires et des bandes sombres. C'est une fibre de collagène. Passons à présent aux fibres élastiques. Donc j'ai un peu expliqué ce que c'était des fibres élastiques. J'ai dit que ça donnait l'élasticité à la peau. Donc c'est un réseau de longues fibres d'élastine, plus fines que le collagène. Donc on a parlé tout à l'heure du collagène. Et si on va voir au microscope pour comparer, on va voir que ces fibres élastiques sont beaucoup plus fines que ce collagène. Donc anastomosées en raison 3D. Donc on va voir un peu cette ultrastructure. On a cette structure plutôt. Elles sont abondantes dans les tissus soumis à des contraintes et déformables, parois des vaisseaux, d'air, le poumon, c'est à ce niveau-là qu'on va les trouver. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, même le schéma que je vous ai montré, on trouve ces fibres élastiques dans des endroits où il y a des contraintes. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, quand vous prenez quelque chose de lourd, il faudrait que cette élastine va jouer ce rôle de supporter ces contraintes. Donc, on les retrouve à ces niveaux-là, vaisseaux, derme, poumon, essentiellement composé d'élastine, organisé en réseau tridimensionnel large qui confère au tissu son élasticité, qui revient à son état initial après étirement. Par exemple, quand vous avez le muscle il se contracte, il y a extension, contraction, extension. Voilà, donc je pense que vous avez compris. Vous allez contracter votre muscle et ensuite vous allez le relâcher. Et il faudrait que, c'est comme un élastique. Vous avez vu, vous prenez un élastique, vous
tirer sur l'élastique, ça va s'allonger, et puis après vous relâchez, l'élastique revient à sa place. Ça veut dire que là, c'est ce qui se passe avec ces fibres élastiques. Ils reviennent à leur état initial après étirement. Alors ces molécules d'élastine sont associées à des microfibrilles constituées de glycoprotéines, qu'on appelle les fibrillines, qui participent à l'organisation des fibres élastiques. Donc cette élastine va, comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit de faire un étirement d'un élastique et ensuite cet élastique, si vous relâchez, il revient à sa place. Donc il y avait un schéma que je n'ai pas expliqué à la diapositive numéro 22. Il suffit de bien lire les étapes, comme je vous l'ai expliqué. Le schéma résume bien le cours. Donc vous allez voir les étapes, parce que c'est pas évident de faire des cours comme ça par vidéo, ça aurait été mieux que si on était là dans un amphi, je vous explique avec le pointeur, etc. Bon ben là c'est pas évident. On essaie de faire avec ce qu'on a. Donc essayez de bien voir et de bien suivre un peu les étapes dans ce schéma et vous allez comprendre. Alors pour continuer sur l'élastine, alors les molécules d'élastine sont synthétisées par les fibroblastes et elles peuvent être détruites par une enzyme qu'on appelle élastase. Donc l'enzyme toujours il prend le nom de la molécule, donc élastine, élastase. À présent abordons les laminines. Donc les laminines, c'est une famille, une famille de protéines adhésives qui forment le constituant majeur de la lame basale. Elles assurent la migration cellulaire. Ce sont des molécules de laminine qui sont sécrétées par des cellules épithéliales et par les cellules conjonctives. En pathologie, ces laminines non fonctionnelles génétiquement sont impliquées dans la pathologie comme l'apparition de certaines formes de dystrophie musculaire. Cette figure représente la lame basale que vous voyez au-dessus. Là, on a ce qu'on appelle des cellules épithéliales. Et vous avez un réseau de laminine qui est en jaune, là, que vous voyez, au niveau de la barre jaune. Donc on voit bien ce réseau de laminine. Et vous avez à l'intérieur des fibrilles d'ancrage qu'on appelle, c'est du collagène. Vous avez des réseaux de collagène. Et puis vous avez deux grandes parties, en fait une petite partie qui est lamina lucida et l'autre, on appelle ça la lumina densa. Donc si vous me suivez bien, tout à l'heure on avait parlé des composants de la MEC, donc la matrice extracellulaire, et on avait dit qu'il y avait des composants, et parmi ces composants, vous avez des fibres, et dans les fibres, vous avez du collagène, de l'élastine. C'est ce que nous avons dit depuis tout à l'heure, on parlait de ça. Donc maintenant, nous passons à la deuxième composant de cette MEC, ce sont les polysaccharides. Donc, qui dit polysaccharide, c'est quoi? Il constitue une partie de la substance fondamentale qui occupe les espaces entre les cellules et les fibres du tissu conjonctif. Hein? Donc, si vous voulez, ils remplissent un peu cette substance fondamentale. C'est une substance fondamentale qui va occuper ces espaces. Donc déjà, polysaccharide, c'est une association, en fait c'est un sucre qui est complexe, hein, quand on dit polysaccharide. Et dans les polysaccharides, vous avez les glycosaminoglycanes, qu'on appelle les GAG, ont longtemps été désignés sous le terme de l'acide mucopolysaccharide. Il s'agit en effet de chaînes linéaires non ramifiées, hein, et donc vous avez des exemples là, et parmi eux vous avez ce qu'on appelle l'acide uronique. Et vous avez aussi des chaînes des GAG qui peuvent être liées par covalence à une protéine pour former des protéoglycanes. Alors, moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est qu'il y a de très bons livres en biologie cellulaire, comme le Berkaloff. Ça, c'est un livre qui est très ancien. C'est une série de livres, tome 1, tome 2, il y a plusieurs tomes. Alors, rappelez-vous, l'auteur, c'est Berkaloff. Alors là, il vous explique très très bien les cours. Essayez quand même de faire vos propres cours, de résumer, de ne pas trop prendre de détails. Voilà, donc de toute façon, dans l'examen, on n'aime pas trop donner des détails sur quel que soit le chapitre. Et c'est moi ce que je voudrais voir, c'est que vous compreniez au moins les composants de cette MEC. D'accord? Donc essayez de résumer pour réviser pour l'examen. Donc nous avons parlé des GAG qu'on appelle les glycosaminoglycanes. Là vous avez les
chondroïtine sulfate qu'on retrouve au niveau du derme et au niveau du cartilage. Le cartilage, par exemple, vous le trouvez au niveau, c'est les oreilles que nous avons, l'oreille, c'est du cartilage, le nez, c'est du cartilage, c'est ça le cartilage. Il y a aussi le kératane sulfate qui est présent dans le cartilage et la cornée. La cornée, vous la retrouverez au niveau des yeux. L'héparine aussi, c'est l'héparine sulfate qui est présent au niveau des poumons et du foie. Et l'acide hyaluronique, alors cet acide-là contribue à l'hydratation. Elle permet son utilisation en technologie comme implant parfaitement toléré dans le traitement des rides. D'ailleurs, vous voyez bien dans les publicités, quand ils vous parlent d'une crème qu'ils veulent vendre, bien sûr, c'est ça le but de la publicité, on va vous dire que cette crème est riche en acide hyaluronique. Ça veut dire que ça va apporter de l'hydratation à votre peau. Donc c'est ça cet acide. Je pense que vous avez compris. Donc restons toujours sur les protéoglycanes. On va essayer de voir un peu le rôle de ces fameux protéoglycanes. Déjà, c'est la combinaison d'une protéine et d'un gaz. La proportion de glucides de ces protéoglycanes peut atteindre jusqu'à 95%. Ils peuvent aussi soit être transportés à l'extérieur de la cellule, soit on va les retrouver à l'intérieur. En fait, ils vont entrer dans la contribution de la membrane. Donc on les trouve au niveau de la membrane plasmique, qu'on appelle, ou alors également le glycocalyx. Alors qu'est-ce que c'est que le glycocalyx? Bon, ça vous ferait, lorsque vous vous spécialiserez, Inch'Allah, dans les années à venir, ce qu'on appelle le feutrage microfibrillaire, cell coat ou encore glycolème, présent chez tous les types cellulaires eucaryotes. Donc je ne vous demande pas d'apprendre les détails, hein, c'est pas ça qui est important, c'est de prendre un peu l'essentiel du cours. Donc il propose une protection à la membrane externe de la cellule. Il faudrait y voir un peu les différents rôles de cette protéoglycane. Ils peuvent jouer aussi un rôle de récepteur pour d'autres composants de la matrice extracellulaire. Et dans cette matrice extracellulaire, ils sont en interaction avec les fibres de collagène et les glycoprotéines. Les molécules qui constituent la lame basale, ils sont sécrétés par quoi? Par des cellules épithéliales et les fibroblastes. C'est un mince feuillet de glycoprotéines, toujours, je parle de la lame basale, qui sont sécrétées par les cellules épithéliales et un feuillet extracellulaire qui est sécrété par les cellules du tissu conjonctif. Donc T.C, c'est tissu conjonctif. Cette lame basale constitue autour de certaines cellules une région différenciée de la matrice extracellulaire et elle est en contact des cellules épithéliales endothéliales et également autour des cellules musculaires. Alors nous allons nous intéresser à la fonction de cette membrane basale. Donc cette membrane basale, c'est de séparer les tissus différents ou les couches des cellules du tissu conjonctif. Elle est présente également à la base de tous les épithéliums et on la trouve également autour de cellules musculaires squelettiques, donc c'est le muscle. Et ça aussi, normalement, vous le ferez en S2. Et on les trouve aussi, on va la trouver autour des cellules de Schwann. Ce sont des cellules que nous trouverons dans les neurones. Donc vous verrez ça aussi en S2 en parlant du neurone, en histologie. Et on va trouver cette membrane basale autour des cellules graisseuses qu'on appelle des cellules adipeuses. Ce schéma représente, alors on va le diviser en deux. Alors vous avez un côté qui représente la cellule épithéliale, qui est séparée en jaune, que vous voyez ici, par une membrane plasmique. Et en dessous, vous avez la lame basale. Et dans la lame basale, vous avez des fibres de laminine qui servent d'amarre. C'est un peu comme une encre qu'on va jeter dans l'eau pour amarrer un bateau, c'est pareil. Donc là, en fait, pareil, c'est pour essayer de vous faire comprendre cette histoire d'amarrage. Donc on va amarrer. Donc vous avez des fibres qui jouent ce rôle-là. Et là, vous avez en suspension en marron. C'est ça, c'est bien marron. Marron clair. Ce sont des collagènes. Ce sont des fibres de collagène. Et là, vous avez, au-dessus, donc au niveau de la cellule épithéliale, vous avez des intégrines qui sont là, que nous voyons alpha et bêta. Et on a des filaments intermédiaires. Donc ça, vous le ferez quand vous ferez le cytosquelette. C'est l'un des constituants du cytosquelette. Pour finir le cours sur la matrice extracellulaire, on va parler de la fonction, donc du rôle de cette matrice extracellulaire. Donc elle présente un lieu de diffusion, donc elle a un rôle de diffusion et de stockage
des métabolites qui sont constitués dans cette cellule. Elle maintient l'environnement hydrique, donc elle va jouer un rôle dans l'hydratation. Donc elle va permettre de maintenir un environnement hydrique des cellules. Elle fournit également un environnement propice aux cellules, par exemple la résistance des tissus. C'est-à-dire quand on dit propice, c'est le contraire de hostile. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'environnement soit en adéquation avec tous les constituants. Et cette MEC va jouer aussi un rôle de soutien structural, ou alors d'adhérence, de mouvement, de la régulation de la cellule. Il nous reste encore 5 diapos, c'est ça, 5 diapositives. Et dans ces 5 diapositives qui vont venir, avec le schéma compris, je vais vous parler un peu de la matrice cartilagineuse. Déjà, je vous ai parlé tout à l'heure, en passant les diapositives, on a parlé du cartilage et je vous ai donné des exemples. Le cartilage, on le trouve où? Au niveau, par exemple, de l'oreille, du nez. Donc, c'est un tissu conjonctif, souple. Si vous touchez votre oreille, votre nez, vous voyez que c'est souple, parfois élastique. Regardez, si vous tirez l'oreille, c'est élastique. Donc, il est fait de cartilage que l'on retrouve chez les animaux sous différents types dans le corps, y compris à la surface des articulations, entre les os, dans la cage thoracique, l'oreille, le nez, les bronches. Ça veut dire que à tous ces niveaux-là, vous allez trouver cette matrice cartilagineuse. Et puis on en trouve aussi au niveau des disques intervertébraux. Donc vous savez que au niveau des vertèbres, il y a des disques, et entre les disques, il y a ce cartilage. Et le cartilage est formé de cellules de forme arrondie, qu'on appelle les chondrocytes. Donc ce sont des cellules de cartilage, donc si on va au microscope, on va bien les voir, incluses dans des logettes nommées chondroplastes. C'est-à-dire qu'il y a des logettes, vous avez ces chondroplastes, et vous avez le chondrocyte au sein d'une matrice extracellulaire constituée de glycosaminoglycane et de collagène. Donc on parle encore de collagène. Donc qui dit collagène dit élasticité. Donc rappelez-vous les différentes sortes de cellules et à quel niveau on peut trouver cette matrice cartilagineuse. Ce schéma représente un cartilage. Donc on voit bien les cellules, les fameux chondrocytes, que vous voyez ici. Bon, c'est vrai que c'est pas évident, je n'ai pas le pointeur, on n'est pas dans un amphi. Mais vous les voyez quand même, ils sont ovales. Et vous avez des logettes, comme des loges, et vous avez les cellules. Donc tout ça représente les cellules du cartilage. Donc c'est ça le cartilage. C'est-à-dire là, il a été observé au fort grossissement au microscope. Ce schéma représente un os. Donc vous voyez bien la forme de l'os. Et entre les deux, alors déjà on va voir la légende de cet os. Vous avez une capsule qui est là, qu'on appelle la capsule articulaire. Entre les deux, vous avez l'articulation. Là, c'est ce qu'on appelle, ce qui est en jaune, c'est ce qu'on appelle le liquide synovial. Au-dessus, vous avez le cartilage articulaire. Et en dessous, vous avez ce qu'on appelle l'os sous-chondral. Donc ça, c'est un os. Et bien sûr, vous avez ce qui entoure le liquide jaune, ce qu'on appelle la membrane synoviale. Donc, on a pris un petit bout que vous voyez ici en rang, le petit rond là, qu'on a agrandi. Donc ça a été vu au microscope électronique. Et on a essayé de voir dans ce liquide synovial, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quels sont les différents constituants. Donc vous avez ce qu'on appelle les protéoglycanes, j'en ai aussi parlé, que vous voyez là. Là vous avez également en vert, comme un grillage, c'est ce qu'on appelle le collagène. Et nous avons ici des petits ronds rouge-marron qu'on appelle les chondrocytes. J'en ai parlé aussi tout à l'heure. Et là, on a ce qu'on appelle l'acide hyaluronique. Je vous avais aussi parlé de cet acide-là qui va donner l'élasticité bien sûr, à la peau. J'ai même parlé des exemples de crèmes qui se vendent. Et dans les publicités, on vous dit que ça va donner la jeunesse et ça va aussi réhydrater et hydrater la peau. Donc voilà concernant ce schéma. Et pour finir, donc, il ne nous reste plus qu'à donner un petit aperçu sur la matrice osseuse. Donc nous parlons de l'os. Comme tout tissu conjonctif, le tissu osseux sont constitués de cellules dispersées dans une matrice extracellulaire abondante.
La substance fondamentale est dure, elle est rigide, imprégnée de sel, de calcium, ce qui différencie les tissus osseux des autres classes de tissus conjonctifs, que sont les tissus conjonctifs proprement dits et les tissus cartilagineux. Je pense que là j'ai lu, tout est clair, donc il n'y a rien à expliquer. Donc c'est ce qu'on appelle la matrice osseuse, hein. Donc ça vient de l'os, il est constitué de cellules, de tissus, donc, et ça aussi normalement vous le faites en S2 quand vous allez faire la partie histologie. Parce que nous, ce que nous faisons maintenant, c'est la partie cytologie. Alors, cet os-là, cette masse osseuse, il forme à 25% les organes durs que l'on appelle l'os. Oui, parce que après c'est une matière qui est assez dure, c'est pour ça que nous appelons ça l'os. Il constitue également une réserve phosphocalcique. On a besoin de phosphore et de calcium pour solidifier nos os. On a besoin aussi de la vitamine D pour l'ossification. Et bien sûr, oui, c'est ça, j'ai parlé du phosphore, du calcium, de la vitamine D. Alors, il constitue également une réserve phosphocalcique pour le corps humain, puisqu'il détient 99% de calcium, du calcium du corps et 90% du phosphore. Donc, vous voyez que pour qu'il y ait une bonne solidification, ce qu'on appelle le sément dans l'os, c'est pas le ciment, le sément, on a besoin de calcium et de phosphore. Et une bonne proportion, comme vous voyez ici. Donc pour argumenter ce tissu osseux, nous avons ce schéma qui représente ce tissu osseux. Donc on voit bien qu'il y a la matrice osseuse, vous avez la cellule osseuse qui est constituée de différentes cellules. Parmi ces cellules, on a les ostéoblastes ici en violet. À l'intérieur, vous voyez les ostéocytes et les plus grosses cellules, comme je l'ai dit aussi, que ce sont les ostéoclastes. C'est les plus grosses cellules du tissu osseux. Donc là, vous le verrez en détail en S2. En histologie, puisque nous ne faisons que la cytologie. Donc là j'ai terminé avec la matrice extracellulaire, et donc je vous remercie pour votre attention.